Nous voilà à la 5e promenade, à la 5e marche vers plus de liberté numérique. On a 10 prévus aujourd'hui, donc c'est le 5e épisode, on est à la moitié. Et ce 5e épisode, je l'ai nommé Les ombres portées, la mémoire des machines. Alors bonjour, je suis Michel Monfils, je suis l'auteur de Manuel de survie numérique pour tous, qui sort au mois d'octobre 2026. Et on fait des petites balades qui prolongent mon travail sur survienumérique.com. Alors on a marché lors de 4 épisodes. Déjà, on a appris à faire attention à nos traces, à installer des bons outils, à fortifier notre téléphone et surtout, je vais vous rappeler, à supprimer ce qui nous encombre. On a parlé du minimalisme, on a fait le ménage, vider les tiroirs, épurer nos vies numériques pour gagner en clarté et en liberté. C'était un grand travail, utile, mais aujourd'hui, il faut que je vous dise quelque chose, une vérité qui peut sembler cruelle, surtout à ceux qui espèrent pouvoir tout effacer pour tout recommencer à zéro. Alors voici cette vérité. Eh bien, ce que vous avez supprimé, ou j'ai envie de dire ce que vous pensiez avoir supprimé, n'est peut-être pas parti. Ce que vous croyez avoir oublié est peut-être encore là, quelque part, archivé, dupliqué, stocké, revendu, ou pas non plus toujours psychoté, ou juste conservé par mégarde. Et vous pensiez que c'était supprimé. L'humain, il est à la mémoire courte, il oublie ses erreurs, il laisse derrière lui ses passifs. On tourne la page, mais la machine, elle ne sait pas oublier. Elle a une mémoire qui est parfaite, implacable, éternelle. En informatique, on parle des bits, B-I-T, vous savez ça. Le bit, il s'enregistre et il reste. Et même si on appuie sur le bouton supprimer, même si on reformate notre disque dur, que ce soit les disques de nos ordinateurs, de nos téléphones, les disques externes qu'on branche, ou même les clés USB. Et parfois même, on a supprimé le serveur où il y avait nos données, sans penser que comment dirais-je, le propriétaire de ce serveur, il fait certainement des copies quelque part. Une ombre est restée. Alors aujourd'hui, on va évoquer toutes ces différentes ombres portées. On va parler de cette persistance numérique qui nous échappe, de ce droit à l'oubli qui existe, mais souvent que sur le papier, de cette angoisse sourde de savoir que nos paroles d'hier, elles peuvent ressurgir demain, mais décontextualisées et utilisées contre nous. J'ai pas bien dit décontextualiser, voilà, décontextualiser. Alors, pas de panique non plus. Reconnaître cette permanence des données numériques, c'est pas un signe de résignation. C'est pas de dire bon bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, c'est pas ça. C'est le début d'une nouvelle forme de prudence, une prudence plus mature, celle qui ne cherche plus à effacer l'impossible, mais à gérer l'inévitable. Alors on respire. Le chemin vers la maîtrise de nos ombres, il commence maintenant. Oui, il commence ici. On devrait parler en ici, puisqu'on est en train de marcher. En tout cas, moi, c'est le cas. Alors, premier mythe un peu tenace, c'est le fameux droit à l'oubli. Et je sais que vous avez entendu cette expression, parce qu'en Europe, on a la chance, grâce à des gens comme Snowden qui ont dit ce qui se passait aux États-Unis, donc le législateur européen a législaté, à légiférer, pardon. Et en Europe, on a la chance d'avoir le Règlement général de la protection des données, le fameux RGPD. Et dans le RGPD, il y a un article qui dit qu'on a le droit de demander à un moteur de recherche de retirer des liens associant notre nom à certains contenus. Et ça, c'est énorme en vrai. C'est hyper important. C'est une reconnaissance juridique que l'on peut changer, qu'on a le droit de laisser son passé derrière soi. Ça, c'est hyper important. Mais bon, d'un point de vue technique, c'est quand même un petit peu complexe. Parce que quand on demande à Google de supprimer un lien,
le lien, évidemment, il disparaît des résultats de recherche pour les utilisateurs. Et le contenu original, c'est pas Google qui l'a, lui, c'est juste un moteur de recherche. Le contenu original, lui, il est toujours là, sur le site web où il a été publié, où vous l'avez certainement publié un jour, ou dans des archives, dans des bases de données, dans des agrégateurs de nouvelles, et surtout, sur le web, sur le net, un peu partout dans le monde, et il y a des copies, des copies, ça s'enregistre, ça s'archive, etc. Des copies souvent cachées. Il y a, par exemple, un site internet, vous ne le connaissez peut-être pas, qui s'appelle Wayback Machine. Wayback, c'est en anglais, ça veut dire revenir en arrière. Way, c'est W-A-Y, et back, B-A-C-K, tout attaché, machine, et qu'on appelle l'Internet Archive. En fait, il y a des petits robots qui parcourent le web chaque jour et qui capturent des pages entières et qui les stockent pour toujours. Vous avez, si vous avez publié un jour une photo un petit peu, comme on pourrait dire, compromettante sur un blog en 2015, vous étiez encore très jeune, et que vous l'avez supprimée, ne serait-ce que hier, elle est toujours accessible, mais datée de 2015 sur cette archive mondiale. Vous l'avez pas effacée en fait, vous l'avez juste déplacée hors de vue immédiate. Je dois vous dire que ça m'est arrivé une fois, juste, je suis allé sur le truc Wayback Machine, comme j'avais créé un premier site internet il y a hyper longtemps, fin des années 90, et qu'à l'époque je participais beaucoup à des forums, je vais aller voir, et j'ai retrouvé des trucs d'il y a 25 ans, presque 30 ans, qui étaient là, que j'avais écrit dans des forums, avec un pseudonyme. Mais je suis désolé, j'étais très jeune à l'époque, et je n'avais pas écrit des trucs qui peuvent être retenus contre moi, mais c'était une autre vie, c'était d'autres choses, c'était d'autres sites, c'était des choses. Aujourd'hui, je suis plus d'accord avec, d'un point de vue professionnel, parce que d'un point de vue professionnel, en 25 ans, on évolue, mais c'est toujours là, c'est toujours là. Aujourd'hui, quelqu'un pourrait me faire un procès en disant « Ouais, dans tes formations, tu dis ça et ça et ça, mais il y a 25 ans, tu avais dit ça. » Oui, c'est vrai. C'est le cas de tous les formateurs, mais sauf que là, c'est écrit sur un site où ce sont des réponses que j'ai données dans un forum et elles sont toujours là. Donc ça, c'est la première chose. Évidemment, l'enregistrement, entre guillemets, officiel dans la Wayback Machine de tout l'Internet mondial depuis hyper longtemps déjà. Et puis en plus de ça, il y a toutes les fuites, ce qu'on appelle les fuites de données, les données volées, les mots de passe, les adresses mail, les numéros de téléphone qui circulent dans ce qu'on appelle le darknet depuis des années. Si par exemple votre compte LinkedIn il a été piraté il y a 10 ans, ces informations, elles sont aujourd'hui dans des gigantesques fichiers achetés et revendus sur le dark web. Et évidemment là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Évidemment là on parle de piratage, on parle de trucs illégaux, et donc le RGPD ne va pas s'appliquer. Vous ne pouvez pas contacter tous les pirates, dire « Hé les méchants gars, effacez mes données s'il vous plaît dans votre fichier de pirate ». Parce que c'est hors de portée de la loi justement, ce sont des hors la loi, donc la loi ne s'applique pas malheureusement, et c'est donc hors de portée de notre volonté, de tout ce qu'on peut faire. Donc vous voyez, quand on parle de droit à l'oubli, tout est relatif. Un droit de visibilité, c'est plutôt ça. On ne vous voit pas dans les moteurs de recherche qu'un droit d'effacement total, malheureusement. Là, ce n'est pas la faute du législateur, techniquement c'est impossible. Mais c'est déjà bien de savoir qu'on peut demander aux moteurs de recherche de nous effacer. À partir de ce moment-là, les gens ne peuvent plus nous retrouver, quoi. Donc il faut accepter ça, parce que le monde numérique, il a sa propre inertie, sa propre mémoire, et ça, c'est pas juste lié à notre bonne volonté. Alors, c'est pas tout. On sait que les données survivent, et j'ai envie de dire, on en reparlera, nous survivent, parce que quand je serai mort, les trucs ils continueront à être là, hein. On pourra dire, voilà ce que Michel, mon fils, a dit quand il était jeune, au milieu de sa vie, à la fin de sa vie, vous voyez, c'est un humain comme les autres, il se trompait, il changeait d'avis. Alors, regardons un peu les données de ce qu'elles racontent, et souvent plus qu'on croit, parce qu'une donnée isolée, ça ne signifie pas grand-chose en fin de compte, mais un ensemble de données anciennes croisées entre elles, là, ça dessine un portrait précis, justement, de qui on était, et par extension, de qui on est aujourd'hui. Donc imaginez un chercheur de fonds privés, ou, et pire, un algorithme publicitaire agressif. C'est pas dur à imaginer ça.
Ils vont pas regarder juste ce que vous faites aujourd'hui, ils regardent ce que vous faisiez aussi il y a 5 ans et ils comparent. Ils voient par exemple, il y a 3 ans, ils fréquentaient tel lieu, vous aviez tel type de consommation, vous achetiez tel truc, etc. Vous utilisiez tel type d'application à telle heure. Et puis ils peuvent croiser ces données avec vos nouvelles habitudes et déduire des changements de vie. Vos crises, vos renaissances, et peuvent aussi prédire vos futurs basculements avec une précision terrifiante. C'est-à-dire de dire, bah voilà, avant il était plutôt comme ça, il faisait du sport et tout. Maintenant, bah oui, peut-être vous avez des problèmes de santé, vous êtes plus âgé, il s'est passé des choses dans votre vie, un divorce, un deuil, des trucs, et bah, ça change vos comportements. C'est logique. Vous, par exemple, vous pouvez vous mettre à être plus dépendant des réseaux ou je sais pas quoi. Et lui, il peut dire attention, ce gars, il va avoir des problèmes ou il a des problèmes, etc., etc. Bon, là, c'est un exemple comme ça, mais voilà. C'est ce qu'on appelle la surveillance longitudinale. C'est-à-dire, elle ne vous suit pas juste là, aujourd'hui, voilà ce qu'il fait, voilà sa consommation, et construit en fait, les algorithmes aidés de l'IA, construisent un historique complet, une sorte de biographie numérique que vous n'avez jamais écrite, et dont malheureusement vous ne contrôlerez jamais la publication. Vous savez, des fois ils vendent les livres biographie non autorisée. Voilà, c'est ça. On a tous un biographe numérique non autorisé qui s'occupe de notre cas. Je prends un exemple. Je viens d'évoquer mon cas présent, les archives dans des forums de discussion. C'est vrai, beaucoup d'entre nous, quand on était jeunes, bon, à notre époque c'était des forums, aujourd'hui ce sera les réseaux sociaux, vous voyez tout ce qu'ils laissent les jeunes sur les réseaux sociaux, sur plein de réseaux sociaux. Mais nous, quand on était jeunes, on a écrit des choses parfois un peu naïves ou provocatrices ou maladroites sur des forums publics. Ces forums aujourd'hui, ils sont morts, ils n'existent plus, ils sont abandonnés, mais les messages, ils ont été indexés. Et quelqu'un qui vous chercherait à partir de votre mail, à partir de pseudos qu'il peut retrouver par rapport à vos réseaux sociaux, que vous avez écrit un jour, etc. Si vous écoutez ce podcast, vous savez que c'est pas dur. Quelqu'un, il peut retrouver ces messages, les ressortir, et les utiliser, entre guillemets, contre vous, pour vous discréditer, vous harceler, vous juger, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, c'était à The Voice, vers le début de The Voice, il y avait toute une histoire, je vais vous la raconter. Bonjour. C'était une jeune fille qui avait été prise à l'aveugle, qui avait chanté une super chanson, ça avait commencé super bien. Elle avait 21, 22 ans, un truc comme ça. Et puis, c'était génial ce qu'elle a fait. Donc, c'était promis à bien réussir dans la suite de The Voice. Et quelqu'un était déterré des posts qu'elle avait écrits plus jeune, je crois à 17 ans, qui étaient, je sais pas quoi, tendance politique ou plus ou moins raciste, un truc politiquement pas cool quand elle avait 17 ans. Eh ben, elle a été virée de The Voice, bye bye. Et il y a eu tout un truc médiatique. Donc je suis désolé, des trucs que j'ai écrits à 17 ou 18 ou même 20 ans, mais quand on a 40, tu n'es pas en accord avec tout ce que tu as fait quand tu avais 20 ans. Qui aujourd'hui peut me regarder droit dans les yeux et me dire non, mais tout ce que j'ai fait quand j'avais 20 ans, j'assume à 100%, toutes les conneries, etc., etc. Non. Donc oui, on a changé, on est devenu plus sage, plus mature, mais notre moi numérique de 2012, il est resté figé, immortel, et il peut ressurgir à tout moment. Et en particulier, j'ai envie de dire, au mauvais moment. Donc ça crée une dissonance entre le fait qu'il y a une évolution personnelle et ça crée une dissonance entre notre évolution personnelle et la statistique de nos données. Et ça peut être source de souffrance. Ça crée une forme de prison temporelle. On est obligé de vivre avec le poids de nos anciens choix, alors même qu'on ne les assume plus. Vous imaginez si y avait une caméra qui nous avait filmé à chaque fois qu'on était un peu bourré dans une soirée. J'ai jamais bu d'alcool, j'ai cette chance-là, donc j'ai pas trop de honte à avoir de conneries que j'aurais faites, etc. Et néanmoins, en tant que jeune, on a fait plein de bêtises, et même plus tard, dont on n'est pas fier,
bah, ça veut dire qu'à tout moment, quelqu'un pourrait nous projeter ça devant, on est au boulot, et puis tout d'un coup, quelqu'un projette ça, comme si c'était pas arrivé aussi à tous nos collègues et nos patrons, etc. Ou moi, c'était plutôt les bêtises que j'ai faites pour emballer les filles. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va tirer comme conclusion là-dessus? On sait que l'effacement total est impossible. Ou, voilà, du coup, ça veut dire quoi? Alors, la réponse, c'est pas la panique. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rien faire non plus. Il va falloir avoir une stratégie proactive de minimisation. Et j'ai envie de dire tout de suite, enseignez-le à vos enfants, à vos ados. Puisqu'on ne peut pas empêcher la création de traces, on doit réduire la quantité et la qualité de ces ombres et pour les rendre floues, peu lisibles et inutiles. Donc la première règle, il faut avoir cette règle, c'est pas évident, parce que les algorithmes dans les réseaux sociaux sont faits pour qu'on publie le plus vite possible sans réfléchir. Des pouces vers le haut, des pouces vers le bas, des commentaires enflammés tout de suite. Donc ne publiez, c'est la règle numéro 1, ne publiez que ce que vous acceptez que l'on garde pour toujours. Si à chaque fois que vous publiez, vous avez en tête ce que tu écris, ce que tu publies, ce que tu envoies, c'est pour toujours, hein, c'est exactement le truc dans les films américains là. Vous avez le droit à un avocat, et ce que vous dites pourra être retenu contre vous, gna gna gna. C'est exactement ça. Donc avant de poster aussi une photo, avant d'écrire un commentaire, avant de signer un formulaire, posez-vous cette question simple. Est-ce que je veux que cette information, elle existe encore dans 10 ans sans que je puisse l'effacer? Donc si la réponse est non, eh ben vous savez quoi, ne faites pas, ne postez pas, n'envoyez pas. C'est une discipline mentale très puissante. Ça va filtrer déjà 90% des risques potentiels. Ça transforme nos comportements de consommateurs passifs en créateurs conscients. Donc ça, c'est la première règle. S'inhiber un petit peu. La deuxième règle, c'est utiliser des identités fragmentées. Alors ça, vous avez beaucoup entendu parler de ça dans tout ce que je fais. Ne liez jamais toutes vos activités à un seul identifiant permanent. Parce que si vous utilisez votre vrai nom partout, vous allez créer un fil conducteur qui est facile à tracer. Donc il faut utiliser des pseudonymes différents pour différents contextes. Par exemple, vous avez un pseudonyme avec évidemment un email spécifique rattaché pour les jeux vidéo. Un autre si vous avez des activités, je ne sais pas quoi, militantes ou politiques ou associatifs, vous avez un autre pseudonyme, un autre email pour les achats en ligne. Même chose, hein, avec des alias de mail. Plus vos identités sont disjointes, plus il est difficile pour un observateur extérieur, et bien sûr, de reconstituer votre histoire complète. Ça c'est déjà très important. C'est une hygiène de vie. Tout comme la plupart d'entre nous, on sépare le professionnel du personnel, avec des emails différentes, peut-être des téléphones différents. Je connais plusieurs personnes, ils ont 2 téléphones ou 2 cartes SIM, une pour le pro, une pour le perso. C'est un grand classique. Presque tous les téléphones aujourd'hui viennent avec 2 cartes SIM. Hyper important, 2 numéros de téléphone. Aujourd'hui, un abonnement téléphonique, vous pouvez en avoir un à 2 € par mois, c'est pas la mort. Et ça vaut largement. Et donc, quand je vais faire des achats, je vais pas donner mon numéro pro, vous voyez. Donc la troisième règle, c'est de privilégier des canaux éphémères, c'est-à-dire pour des conversations un petit peu sensibles, vous choisissez des plateformes qui détruisent les messages après lecture. Là, vous avez cette option dans Signal, ça c'est hyper important. Ça s'appelle disparition des messages. Vous trouvez ça. Vous pouvez choisir disparition des messages après juste une simple lecture, après 1 heure, après 1 semaine, après X jours. Vous pouvez faire disparition des messages. Et ça existe aussi sur WhatsApp, ça s'appelle message éphémère. Bon, évidemment, le top du top, c'est pas utiliser de plateforme du tout, c'est-à-dire de parler en face à face. Vous savez, c'est le mot forum. Nous, si je vous dis, j'ai dit dans un forum, vous pensez tout de suite à un forum électronique. Comment on appelait ça avant? Un BBS, Bulletin Board Service. Au début d'Internet, quand j'étais jeune, c'était ça, un BBS. Maintenant, autrefois, le forum, du temps des, je sais quoi, des Grecs, des Romains, c'était, vous savez quoi, le forum, il y en a à certains endroits, à Rome, à Nice ou je sais pas où. Il y a ça, là, ces arènes, ces forums
ces grands endroits où tous les gens pouvaient se réunir et parler vocalement. Voilà, sans ombre qui nous restait dessus jusqu'à la fin de nos jours. Bah, c'est ça, une conversation orale, ça laisse aucune trace numérique persistante. C'est le moyen de plus sûr de garantir que vos mots, ils meurent, j'avais envie de dire au moment où vous les prononcez. Alors, c'est pour ça aussi qu'on évite le SMS. Le SMS, c'est pas un truc éphémère, le SMS est archivé. Les SMS qui sortent de vos téléphones sont enregistrés par vos fournisseurs d'accès, SFR, Free, etc. Donc la loi française, c'est pendant 1 an. Ils archivent pendant 1 an. Après, soi-disant, ils sont censés effacer, mais j'ai aucune preuve qu'ils le fassent. Donc voilà. Donc 4e règle, c'est les métadonnées. Ça, c'est très important. Souvent, c'est pas tellement le problème de la photo que j'ai postée, ce sont les métadonnées. Parce que la photo, elle est peut-être anodine, mais à cette photo sont associées des métadonnées. Dans les photos, ça s'appelle les données EXIF, E-X-I-F. Et ça contient la date précise, l'heure exacte, les coordonnées GPS et plein d'autres infos. Donc vous comprenez que si j'envoie une photo, même anodine, sur un réseau social, et que ça dit au mètre près où j'habite, et puis quelques jours après, j'envoie une photo sur un réseau social où je suis en vacances, bah les gens, n'importe qui peut regarder la photo et voir ma localisation GPS précise de là où j'habite, et voit que je suis en vacances dans le sud de la France, ou à Bali, ou aux States, et dire bah, c'est donc qu'il n'est pas chez lui, surtout qu'il y a toute sa famille en photo. Bah, je peux aller dans sa maison et aller voler tout ce qu'il y a dedans, puisqu'il n'est pas là. Et en plus, il a dit quand est-ce qu'il est rentré, donc j'ai tout mon temps. On ne fait pas ça. Donc ça, c'est hyper important. Donc, il faut nettoyer les métadonnées d'une photo avant de la poster. Alors, il y a parfois des services qui le font automatiquement, je veux dire des messageries ou des services de réseaux sociaux qui le font automatiquement, mais vérifiez si c'est le cas. Là, je ne peux pas vous dire, j'ai pas ça en tête. Et sinon, il y a des outils qui déshabillent ces métadonnées, qui strip, on dirait en anglais strip, comme dans Striptease, qui enlèvent les métadonnées avant qu'on partage la photo. Vaut mieux 10 fois une photo sans métadonnées qu'une photo avec. Donc vous comprenez, souvent on pense à ce qu'il y a sur la photo, est-ce que je fais des bêtises ou des choses qui peuvent être retenues contre moi, mais c'est aussi et beaucoup les métadonnées. Il y a plein de logiciels qui existent, que ce soit pour les téléphones, trucs gratuits, et pour les ordinateurs, bien entendu. Donc évidemment, ça, ces petites actions, toutes ces actions que je viens de vous dire, là, 1, 2, 3, 4, c'est pas, ça garantit pas l'oubli absolu. Ça rend notre trace numérique moins lisible, moins exploitable, moins dangereuse, et c'est déjà bien. Mais maintenant, donc c'est éviter de projeter une ombre, voilà. C'est éviter sur Internet, sur les réseaux, d'avoir une ombre. Maintenant, on va parler de gérer la crise. Qu'est-ce qui se passe quand voilà, mon ombre ressurgit? Quelqu'un refait surgir l'ombre. Donc c'est vrai que malgré toute la prudence qu'on peut prendre, il arrive que l'imprévisible se produise, ne serait-ce que par une fuite massive de données, une archive est révélée, un ancien message est retrouvé et rendu viral. Des fois ils disent viralisé, rendu viral. Et que faire quand notre ombre se détache de nous et nous rattrape? Alors première réaction, c'est, on le voit beaucoup dans les médias et tout, quand des politiciens, des stars ou des trucs, ça ressort des trucs, David dit non, c'est pas vrai, c'est pas moi. C'est la négation et la fuite. Donc, de toute façon, il n'y a pas 36 000 choix. Il y a négation et fuite ou acceptation et résilience. Il n'y a pas 36 trucs. Et c'est vrai que c'est comme les enfants. Hein. Le premier truc, non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Voilà, c'est le premier truc, c'est ça, on réagit comme un gamin. C'est tentant, et puis tout d'un coup, on se met à effacer tout ce qu'on a. On essaye d'effacer tout ce qu'on a fait sur Internet, de créer des nouveaux comptes sous un faux nom, se couper d'Internet. Ça marche pas. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça marche pas. Les algorithmes, ils sont très forts. Hein. Ils savent déjà qui vous êtes, ils ont déjà votre empreinte. Et fuir, ça fait que confirmer votre culpabilité aux yeux de certains. Ils disent, si tu fuis, c'est que tu as quelque chose à te reprocher, etc. Donc, aussi difficile que ce soit, la réaction rationnelle, j'ai envie de dire la réaction adulte, mature, c'est la gestion de la crise. Et ça se fait en plusieurs étapes. Et
je vous ai prévu 6 étapes. La première étape, c'est déjà évaluer les dégâts. Où l'information circule? Qui l'a vue? Est-ce d'abord une fausse information ou une vérité un peu nuancée, trafiquée? Est-ce que c'est une attaque ciblée? Est-ce que c'est-à-dire qu'il va y en avoir d'autres, etc., ou c'est juste un événement isolé? Donc, il ne faut pas prendre des décisions sous le coup de panique, il faut prendre du recul. Est-ce qu'il y avait plein d'autres gens aussi? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc ça, c'est le premier truc. Évaluer un peu si c'est si grave que ça. Deuxième chose, contenir la propagation. Si possible, sur les plateformes, signaler le contenu abusif à toutes les plateformes qui sont concernées. Demander tout de suite le retrait sur le droit à l'image, parce que ça, c'est un droit que vous avez. Si c'est une image de vous qui circule, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez, vous pouvez faire ces RGPD, c'est obligatoire. Et évidemment, s'il y a diffamation, là c'est encore autre chose. S'il y a diffamation, si c'est applicable, vous le dites, vous contactez aussi les hébergeurs. Mais bon, il faut savoir que ça prend du temps. Un virus, une propagation virale, ça en 24-48 heures, bam, 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 36 heures, bam, bam, bam. Or, les démarches juridiques, c'est des semaines, des mois, des années. Donc, mais ça peut contenir un peu la propagation. Donc, troisième étape, clarifier le contexte. Il y a d'abord deux choses. Si l'information, elle est vraie, mais décontextualisée, on a coupé les trucs que vous avez dit avant, ou ce que vous avez fait, ou c'était dans le cadre d'une blague, etc., il faut expliquer le contexte. Il faut être honnête. Et si on a fait une erreur dans le passé, il faut le dire. Voilà. Et comment j'ai évolué. Qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis, etc. L'honnêteté, c'est souvent la meilleure défense. Le mensonge ou le déni total, ça crée souvent plus de méfiance que la vérité assumée. Je veux vous raconter un truc absolument pas grave. On a des potes qu'on connaît qui s'occupent d'une salle de gym. Et pour, je ne sais pas si c'était le carnaval ou quoi, ils ont fait... Alors, mais moi, je me suis fait avoir, et plein de gens. Et c'est quelqu'un qui leur a envoyé une photo de eux. Ils avaient fait une photo de groupe. Et avec l'intelligence artificielle, ils ont fait qu'ils sont tous transformés en Véronique et Davina, c'est une référence aux vieux, donc tous habillés en lycra. Et donc il y avait des tas de types, des barbus et tout, des gros costauds, mais habillés tous en lycra, années 70 en couleur flashy et tout. Et ça a commencé à circuler sur Internet avec des commentaires sympathiques, parce que c'était pour la fête, là c'était des commentaires sympathiques. Mais moi j'y ai cru, je dis waouh, vous avez fait ça, allez ouf et tout. Et en fait, ils ont dit mais jamais de la vie. C'est quelqu'un nous a envoyé ça, on l'a trouvé drôle, on l'a mis sur nos réseaux sociaux. Donc ils assument c'était drôle parce qu'ils l'ont pas fait. Mais des gens dans un autre contexte auraient pu dire regardez qui c'est ces gens, c'est pas des gens sérieux, ils s'y croient où. Je ne dis pas des insultes qui me viennent en tête qui pourraient être mises à leur encontre, etc. Et des trucs homophobes ou des machins ou des trucs ou je sais pas quoi. Bon, là, c'était dans le cadre d'une blague qu'ils assument et qu'ils ont publié eux-mêmes sur leurs réseaux sociaux. Mais vous savez qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est horrible ce qui peut se passer. Horrible, horrible, horrible. Donc nous, évidemment, eux, là, c'est des gens, c'est fait exprès, c'est eux. Donc ils assument et c'est drôle. Mais des gens peuvent faire ça avec vous ou avec des gens. Et voilà. Bref. Donc quatrième étape, renforcer votre présence positive. C'est-à-dire ne pas laisser l'ombre nous définir notre identité. Nous, c'est important de voir, il y a toujours un ratio de créer des contenus positifs, constructifs et utiles. Oui, peut-être à un moment donné dans votre vie, vous avez fait des bêtises et tout. Aujourd'hui, vous faites des tas d'autres choses. On va dire, ça ne correspond pas à tout ce qu'on voit, en tout cas aujourd'hui. Donc, remplissez votre espace numérique de choses qui vous définissent aujourd'hui. Et l'algorithme, il fait quoi? L'algorithme, il donne plus de poids à ce qui est récent et actif par rapport à ce qui est vieux et statique. Donc voilà, c'est sûr que si les seules choses de vous qu'il y a sur Internet, c'est des bêtises que vous avez dites ou que vous avez faites et des photos stupides de vous, ça va finir par vous définir. S'il y a une ou deux photos de vous qui faites le mariole ou des bêtises et que 99% du reste, c'est des trucs sérieux, etc., enfin, qui vous définissent vraiment, bon, voilà. Donc c'est ça, on appelle ça renforcer notre présence positive. Et enfin, la sixième étape, c'est apprendre et c'est tirer les leçons. Parce que chaque crise dans la vie, c'est une leçon. Qu'est-ce qui fait que cette ombre, elle m'a rattrapé à un moment donné? Qu'est-ce qui était la cause de ça? Comment éviter ça la prochaine fois? Donc, renforcez votre stratégie. Je vais faire, bon, désolé. Achetez mon bouquin, il y a des tonnes de stratégies dedans, dans Manuel de survie numérique pour tous.
Il y a énormément de choses. Suivez ma formation. Allez sur mon site survienumérique.com. Vous apprendrez énormément de choses pour éviter ça, pour renforcer vos frontières un petit peu. C'est vrai que gérer une crise numérique, mais comme d'autres crises dans la vie, hein, se choper un procès pour X truc, c'est des crises, c'est difficile dans la vie. Tous des crises. Mais c'est aussi une opportunité de montrer sa résilience, de montrer qu'on est plus grand, plus fort que nos erreurs passées. Bon, il y a un peu un aspect philosophique là-dedans, parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde, je veux dire, là, il n'y a pas un choix. On pourrait dire un choix de société un peu contraint et forcé qui a été fait, qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on ne peut pas effacer son passé. Et ça veut dire qu'on vit dans un monde avec une responsabilité accrue. C'est une forme de maturité imposée. Pourquoi? Parce que si, dans le vrai monde, je jette un objet, allez hop, poubelle, voilà, il disparaît, écrabouillé, disparu, fini. Et je peux continuer ma vie en oubliant que cet objet a un jour existé. Même chose quand j'écris un truc sur un papier, si vous êtes comme moi et que vous avez tenu plus jeune votre journal de bord avec vos souffrances, avec vos machins, avec vos trucs dans votre journal quotidien, vous le gardez, vous le détruisez, et puis personne n'y aura accès. Ma mère récemment avait un journal avec plein de trucs, et elle a tout balancé, donc on ne saura jamais. Des fois, des gens disent « Ah, c'est regrettable et tout », mais c'est son choix personnel. Donc dans le monde numérique, c'est comme si dans la vie, si je lance un caillou, il retombe. Dans le monde numérique, si je lance un caillou, il retombe jamais. Il reste indéfiniment dans les airs et on ne sait jamais quand il va nous retomber dessus. Ça change notre rapport au temps. Il y a moins de lâcher prise. Il n'y a que des trucs qui nous collent sans arrêt. Ça peut sembler effectivement lourd, injuste. Pourquoi on doit payer pour nos erreurs éternellement? Hein, vous vous rappelez cette pauvre fille de The Voice? Je ne sais pas si après tout c'était une vraie raciste et machin et tout, ou si c'était juste une erreur de jeunesse où elle avait écrit un truc plus... Je sais pas, c'était un truc sur les juifs ou les arabes, ou un post qu'elle avait fait quand elle avait 17 ans. On a tous dit une connerie un jour qu'on n'a même pas pensé, qu'on a dit sous la bêtise de... J'en sais rien, je ne me rappelle plus des circonstances, mais voilà. Et puis 4, 5, 6 ans après, ça vient de bousiller sa vie et sa carrière. Bon, c'est juste un jeu, The Voice. Hein. Même ceux qui gagnent, ils ne deviennent pas forcément une grande carrière. Mais bon, quand tu as 20 ans, ça peut paraître terrible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme si on n'avait plus le droit de s'excuser, de tourner la page. Est-ce que vraiment cette permanence est nécessaire pour la société, pour que les promesses soient tenues, pour que la transparence soit réelle, pour que la confiance ne repose plus sur la parole, mais sur des traces vérifiables? C'est vrai que, quelque part, hein, j'ai écrit ça, mais c'est vrai, souvent, il y a la parole donnée, mais quand on a un contrat de travail, c'est pas la parole donnée. On veut que ce soit écrit et signé et qu'il y ait une trace. Pour beaucoup de choses importantes dans notre vie, et ce depuis longtemps, bien avant l'usage du numérique, on a besoin d'un gage. Voilà. Mais il faut trouver un équilibre, parce que quand moi je signe un contrat avec un patron, c'est pour une durée déterminée ou pas. Il y a un contexte précis, le patron il a le droit, et moi, quand je signe ce contrat, à certaines choses, mais c'est pas toute ma vie, tout le temps, depuis que je suis tout petit. Donc il faut trouver un équilibre, parce qu'une société qui ne pardonne jamais, c'est aussi une société qui est morte. Et une société qui oublie tout, c'est aussi une société qui est un petit peu bête, quoi. On ne peut pas oublier son passé, on ne peut pas oublier l'histoire. Donc vous voyez, il y a la mémoire individuelle, il y a la mémoire collective. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de la Wayback Machine, j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, waouh, c'est vrai, je peux aller retrouver. Et des fois, j'ai fait 2-3 fois des vieux sites internet sur lesquels j'allais et qui n'existent plus, des vieux forums, et je trouvais ça chouette. Et puis, c'est vrai que pour les générations futures, pour les historiens futurs, c'est intéressant de pouvoir accéder à ces archives, tout comme chaque livre publié en France, chaque publication publiée en France, et je suppose dans tous les pays ils font ça, va à la grande bibliothèque de France. Mon livre, Manuel de survie numérique, doit être déposé, c'est ce qu'on appelle le dépôt légal, dans cette bibliothèque. Toutes les publications, le moindre petit bouquin, est archivé dans cette grande bibliothèque de France. C'est une histoire d'histoire, justement, de traces. Pour les historiens, c'est majeur. Si on n'avait pas accès à ces trucs du passé et les écrits du Moyen-Âge et tout, vous voyez, c'est pour ça que c'est si dur de savoir des trucs de la préhistoire.
c'est-à-dire avant l'histoire, avant l'écriture, parce qu'il n'y avait pas d'écriture, alors on doit, avec des traces et tout. Donc il faut trouver un équilibre, on ne peut pas à la fois ne pas avoir de traces et que chaque petite chose qui est écrite, qui soit faite et qui soit dite soit enregistrée au même niveau, tout au même niveau. C'est le gros problème d'Internet. C'est-à-dire que c'est ce qu'on croyait que ça allait être une super démocratie, puisque chacun peut s'exprimer sur le net et tout le monde est au même niveau. L'expert dans un sujet donné et n'importe quel imbécile, à la base, ils ont accès aux mêmes canaux. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? C'est compliqué. Aujourd'hui, en plus, on sait bien que ça passe par des plateformes et par beaucoup d'histoires d'argent et de machin et de publicité et tout. Mais bref, notre rôle, nous, en tant qu'individus, c'est de naviguer entre ces deux extrêmes, de construire des identités numériques assez solides pour résister à la critique, finalement, au regard de toute la société, mais quand même assez souples pour pouvoir permettre l'évolution. Nous devons apprendre à voir nos données anciennes, non pas comme des chaînes, mais comme des fondations, des preuves de notre parcours, des étapes de notre croissance. Ok, c'est comme le relevé de notes. Moi, je sais que mes relevés de notes d'école, à mon époque, c'était des trucs en papier. Croyez-le ou pas, mais j'en ai quelques-uns que j'ai gardés encore. Je sais pas, de plusieurs classes, je sais pas, collège, je pense. C'est à moi de décider si je veux les garder ou pas les garder, mais c'est vrai que si la moindre note, le moindre commentaire de prof a été mis dans une base de données, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, bien sûr, parce que tout se fait dans des carnets de correspondance et des carnets de notes électroniques, et peut être retrouvé par n'importe qui de nombreuses années plus tard, je sais pas, ouais. Donc voilà. Comment on voit ça? C'est voilà, les traces de ma vie sont là, des étapes de notre croissance. Et effectivement, si on a commis une erreur il y a 10 ans, mais qu'on l'a reconnue, qu'on l'a corrigée, ça montre que je suis devenu une meilleure personne. Cette trace, c'est pas une tâche, c'est un témoignage de ma capacité à évoluer. Et il ne faut pas chercher à le cacher. Le changement, c'est normal. Nier ça, en fait, c'est dommage parce que ça veut dire, bon, je ne suis pas tout jeune, je sais qu'il y a des choses que j'ai dites, là je parle de trucs professionnels, je ne parle pas des trucs, professionnellement, il y a des choses que j'ai dites, des choses que j'ai faites quand j'avais 20 ans, qu'à 30 ans, je me suis avéré que c'était pas la bonne manière de faire, c'était faux, si vous voulez. Et puis des choses que j'ai faites à 30 ans, des choses que j'ai dites, des manières de procéder, je m'aperçois à 40 ans que c'était faux, c'était pas la bonne manière. Et à 50 ans, autrement. Et j'imagine à 60 et à 70, on a évolué. Donc si je dis non, ça n'a pas existé, je n'ai pas changé d'avis, ça veut dire que vous acceptez. Ça, c'est typique de certains enfants ou quoi. C'est logique pour un enfant qui n'a pas les lobes préfrontaux et la neurologie qui permet d'anticiper. Ça veut dire que je considère qu'aujourd'hui, tel que je suis, mes opinions elles ne changeront jamais. Mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, non? Ces politiciens qui s'accrochent dur comme fer et qui disent ça c'est une vérité éternelle pour toujours, c'est la seule manière de voir, ce sont des imbéciles. Donc c'est accepter de dire je me suis trompé, j'ai changé d'avis, telle et telle chose m'a fait ouvrir les yeux, pardon. Ça c'est hyper important. Donc on ne peut pas nier le fait de j'ai fait des bêtises, ça veut dire c'est croire que tout ce que je fais aujourd'hui est parfait. Je suis un saint. Alors, maintenant, là, j'ai parlé des choses individuellement, mais évidemment, il y a un projet de société derrière. On arrive à la fin de la promenade. Il faut parler action collective, parce que si la technologie actuelle, elle empêche l'oubli total, la loi et la société, elles peuvent changer, évoluer. Parce qu'aujourd'hui, il faut défendre le droit à l'oubli numérique, pas juste un retrait superficiel des moteurs de recherche, un droit à l'effacement profond. On doit, alors à l'RGPD, il y a aussi un article qui existe, il y a le droit à l'oubli de nos données, à la suppression de nos données, il y a le droit de les voir, de demander qu'est-ce que vous avez sur moi, et le droit d'effacement. Et ça joue même sur notre dossier médical, et j'explique d'ailleurs ça, c'est un truc qu'on veut faire, mais ça existe aussi, parce que la loi, elle s'applique à tout. J'explique dans le bouquin comment faire. Donc il faut exiger des plateformes qu'elles proposent des options de suppression définitive, qui ne laissent aucune copie dans leurs archives internes. Donc, exiger aussi collectivement des moteurs de recherche qui ne gardent pas les historiques de recherche qu'on a effectués liés à notre identité, et ce pendant des décennies.
Vous comprenez que j'ai cherché des trucs, parce qu'à l'époque, je m'intéressais à des machins, il y a 10 ans, il y a 20 ans, puis aujourd'hui, ma vie a changé, je ne fais plus des recherches sur ces sujets, mais ils peuvent savoir, cette personne, elle faisait ces recherches-là, puis ces recherches-là, puis ça. Si quelqu'un sait toutes les recherches, imaginez. Et c'est ce qui se passe quand vous utilisez Chrome, c'est ce qui se passe quand vous utilisez Google et que vous êtes connecté à votre compte Google, ou toujours à partir de chez vous avec la même adresse IP. Google sait toutes les recherches et enregistre, vous pouvez d'ailleurs les retrouver, ces données, dans votre compte Google. Toutes les recherches que vous avez jamais effectuées sont notées, toute la moindre petite recherche. Acteurs de cinéma, personnalités, trucs politiques, trucs que vous cherchez à acheter, ceci, cela, pendant le Covid et tout. Il sait toutes les recherches que vous avez fait pendant le Covid. Vaccin, j'ai inventé des trucs, faux vaccins, je sais pas quoi. Il le sait, ça. Il le sait. Il l'a dans ses archives. Il sait que c'est vous. Il sait si vous avez déménagé que c'est vous. Vous avez le même abonnement, le même SFR ou Free ou Bouygues ou quoi. Il le sait. Toutes les recherches que vous avez fait à partir de votre compte Google ou de votre même adresse, si vous n'avez pas de VPN, etc., tout a été enregistré. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit exiger. Pas de recherche enregistrée pendant des années liées à mon identité. Il faut soutenir les initiatives législatives qui limitent la durée de conservation des données personnelles par défaut. Je vous ai dit tout à l'heure que les conversations téléphoniques et les SMS, ils sont enregistrés pendant 1 an, c'est la loi française, par les plateformes SFR, etc. Attention, parce que aujourd'hui c'est 1 an, demain c'est 3 ans, c'est 10 ans. Est-ce que ça peut pas être 6 mois? Est-ce que ça peut pas être 1 semaine? Voilà, hein, qu'est-ce qui est le mieux, hein? Il faut savoir que la pression citoyenne, ça fonctionne. Il y a plein de changements qui ont eu lieu suite aux lanceurs d'alerte. Il y a eu des choses qui se sont passées. Quand suffisamment de gens exigent le respect de leur vie privée et leur droit à changer, les entreprises, elles vont s'adapter. Les régulateurs, ils doivent agir. Est-ce qu'on veut basculer vers une société à la Orwell 1984? C'est notre choix, hein. Votre voix, elle compte. Signez des pétitions, partagez les informations de tout ce que je dis, offrez mon bouquin à tout le monde, envoyez l'adresse de mon site internet, de ce podcast, discutez-en avec vos proches. L'oubli doit redevenir un droit humain et pas juste une petite option technique inaccessible. Voilà, on arrive à la fin de cette promenade, de cette marche à travers les archives, les souvenirs perdus, malheureusement, les ombres éternelles qui nous collent à la peau. On a vu qu'on ne peut pas tout effacer, que les machines, elles ont une mémoire qui est plus longue, meilleure que la nôtre, que nos ombres, elles nous suivent et que parfois elles sont lourdes, ces ombres. Elles sont parfois menaçantes. Mais on a aussi vu que ce constat-là, ce n'est pas une condamnation. C'est premièrement une invitation à la conscience, à la responsabilité, à la construction d'une identité numérique solide et authentique. Au lieu de courir après nos ombres pour les faire disparaître, il faut aussi apprendre à les regarder en face, à comprendre pourquoi elles existent et apprendre à les transformer. Et s'il vous plaît, enseignez ça à vos jeunes enfants, ados. Aujourd'hui, ça fera une grosse différence entre les jeunes qui font beaucoup d'ombre et ceux qui en font presque pas. Les jeunes qui maîtrisent la sécurité, la liberté et la survie numérique, si je puis dire, et ceux pour qui ce n'est pas le cas. Eux aussi, offrez-leur mes formations. Et il y a des jeunes qui suivent mes formations, des jeunes de la vingtaine, c'est hyper important. Des parents qui le font pour leurs enfants, pour protéger nos enfants. C'est une histoire d'hygiène indispensable. Vous avez enseigné à vos enfants à se brosser les dents parce que vous ne voulez pas qu'ils aient des problèmes dentaires, des caries et tout. Vous avez enseigné à vos enfants à se laver les mains après être allés aux toilettes ou avant de manger pour des raisons de santé. C'est la même chose. Le jour où un de vos enfants aura du chantage en ligne, aura ses données volées, aura des problèmes, aura des usurpations d'identité, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Donc, s'il vous plaît, formez vos jeunes. Il y a aussi des trucs à faire avec nos seniors, parce qu'ils maîtrisent beaucoup moins l'outil informatique. Ce qui compte, en définitive, c'est pas ce que vous avez créé il y a 10 ans. C'est pas la donnée brute, c'est pas le fichier qui est archivé ou la capture d'écran que vous avez faite qui a été oubliée. Ce qui compte, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous avez la capacité à agir, à choisir
à vivre pleinement dans l'instant présent. Waouh, c'est spirituel mon truc, sans être écrasé par le poids du passé. Des fois je m'emporte quand j'écris mes textes. Le vide n'est pas l'absence de données, c'est la liberté de les maîtriser. Donc merci vraiment beaucoup de m'accompagner dans mes petites promenades, dans mes marches vers plus de liberté numérique. Merci d'avoir pris le temps de réfléchir à cette dimension souvent ignorée de notre vie numérique, parce que souvent on dit bah, que voulez-vous que j'y fasse? On peut y faire beaucoup. J'espère que je vous ai convaincu. Donc voilà, retrouvez-moi sur survienumérique.com, il y a la newsletter, abonnez-vous au podcast, il y a mon bouquin, Manuel de survie numérique pour tous, qui sort en octobre 2026. Dans le bouquin et sur le site internet, je mets des modèles de lettres de demande de suppression qu'on peut faire liés au RGPD. C'est assez simple, vous en trouvez plein sur internet de toute façon. Voilà, c'était petite balade avec Michel, mon fils, la balado-diffusion de survienumérique.com, et je vous dis à bientôt. Il nous reste encore 4 épisodes sur le chemin de la liberté numérique.